et bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en présence du docteur Ève Villemur qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous aujourd'hui. Merci Ève de nous avoir accordé ton temps. Nous allons aujourd'hui parler de nutrition comportementale individualisée. J'ai eu la chance d'être formée par Ève et encore aujourd'hui d'ailleurs, au travers de tutorat. Tu me permets de me perfectionner au quotidien et je t'en remercie. Donc nous allons parler de nutrition comportementale individualisée pendant ce petit temps que tu nous as accordé. Ève Villemur est docteur en médecine, tu as un DU de TCC, de thérapie cognitive et comportementale. Et donc aujourd'hui tu t'occupes de la formation en nutrition comportementale pour le groupe l'ARENA. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours universitaire, professionnel, ce qui t'a amené à en être là où tu es aujourd'hui et à être professionnelle de la nutrition comportementale? Écoute, avec plaisir. Et déjà, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes de parler d'une méthode qui effectivement est devenue une passion. Et donc bien volontiers, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. En fait, l'histoire remonte à il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, acupuncteur, homéopathe, je recevais souvent à mon cabinet des personnes en surpoids qui avaient un petit peu cette pensée magique, faites-moi maigrir docteur avec 3 aiguilles et 2 granules. Alors évidemment, les résultats étaient plus que décevants. Et c'est quelque part cette difficulté que j'avais à les aider qui a ouvert un désir de chercher plus loin. Et j'ai eu l'opportunité de participer à des soirées de formation organisées par, à l'époque, le laboratoire Insudiet, qui était à l'époque le leader du marché. Depuis, ce laboratoire a été donc racheté par Pilège, donc le groupe l'ARENA Santé. Et donc, déjà, je me suis rendu compte de l'intérêt des protéines, mais plus encore, cette société proposait une approche comportementale de la perte de poids. Et cette approche comportementale avait été développée par un médecin canadien très enthousiaste, comme peuvent l'être les Canadiens, le docteur Larocque, qui m'a vraiment interpellée en nous disant les gens n'ont pas de problème avec la nourriture, ils ont des problèmes avec leurs émotions. Et pour moi, ça a été à la fois une révélation et comme une concrétisation de quelque chose que je ressentais et que je sentais vraiment chez mes patients, comme une confirmation. Alors, j'ai suivi ces enseignements, j'ai même à un moment donné été un peu, on va dire, sa doublure, j'ai fini par enseigner moi-même. Je suis allée plusieurs fois au Canada pour bénéficier de son expertise. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'assoie ces connaissances par un DU de TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, en bonne et due forme. Et cela m'a permis du coup d'avoir une ouverture pour créer de nouveaux outils permettant d'aider les patients à perdre du poids et d'aider les médecins à aider les patients. Et c'est ainsi que la nutrition comportementale individualisée est née, donc le côté nutritionnel, le côté comportemental, les deux indissociables. Et le I de individualiser, puisqu'on va vraiment adapter la prise en charge à chaque patient. Alors cette méthode maintenant a une quinzaine d'années. Elle est enseignée à de nombreux médecins. Il y a de nombreux médecins un petit peu partout en France qui la pratiquent. Et à mon sens, c'est une méthode qui donne vraiment des clés pour résoudre cette difficile problématique du surpoids. Et cette épidémie aujourd'hui à laquelle on a du mal à faire face. Absolument. Donc pour ma part, j'ai découvert la nutrition comportementale individualisée de manière totalement impromptue. Je naviguais sur les webconférences Pilège et je me suis dit mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais aucune idée qu'on pouvait pouvoir proposer ce type de suivi aux patients. Je m'intéressais vraiment essentiellement à la partie assiette, micronutritionnelle, au blocage
physio-pathologique de la perte de poids. Et quand j'ai découvert cette nouvelle méthode, je me suis dit que c'était vraiment tout à fait intéressant. Et je voulais savoir, en tout cas je pense que nos lecteurs et nos abonnés vont savoir finalement à quoi ça correspond, cette nutrition comportementale individualisée. Qu'est-ce qu'on propose de plus que lors d'un suivi classique de perte de poids, comme on a l'habitude de voir un peu partout? Alors, la nutrition comportementale individualisée, elle a ceci de particulier qu'elle va s'appuyer sur un trépied. Un petit peu comme un tabouret qui aurait 3 pieds. Si on enlève un pied, eh ben, ça se casse la figure assez rapidement. Alors, ces 3 pieds sont les suivants, ces 3 axes de thérapeutiques. D'une part, l'assiette, donc tu parlais des nutriments, mais aussi des micronutriments, bien évidemment. Donc, l'assiette, bien évidemment, il va falloir la rééquilibrer. Et du coup, pour maigrir, diminuer les calories, parce c'est quand même incontournable, mais on verra comment. Donc l'assiette. Le deuxième axe, c'est la tête. Parce que c'est la tête qui va commander le remplissage de l'assiette. Et dans cette tête, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nos pensées, nos émotions, et notamment cette motivation qui est une émotion positive, motivation donc à perdre du poids. Cette motivation devra être entretenue, de même que la confiance dans la réussite. Et à l'inverse, les émotions désagréables quotidiennes, les peurs de ne pas y arriver et les émotions tout à fait liées à des événements intercurrents qui font que les patients souvent ont une tendance à compenser par la nourriture, eh bien si on ne leur apprend pas à faire autrement, évidemment au bout d'un moment la motivation va s'épuiser et on va de nouveau se consoler dans l'assiette. Donc d'une part l'assiette, d'autre part la tête, et le troisième pied de ce trépied de la nutrition comportementale individualisée, c'est le corps. Parce que bien évidemment, l'objectif de tout ça n'est pas simplement de manger parfaitement, ni même de savoir exactement comment gérer nos émotions quotidiennes, mais l'objectif c'est d'être bien dans son corps. Et vous qui nous écoutez, vous savez bien que si vous avez un problème de poids, ce que vous voulez, c'est pouvoir vous regarder dans la glace, pouvoir vous bouger, pouvoir vous habiller comme vous le souhaitez. Et le problème, c'est que donc il faut aider les patients à se remettre en mouvement, à lutter contre la sédentarité, mais aussi à se réconcilier avec leur image. Faire la paix avec leur corps. Voilà, c'est vraiment faire la paix avec ces 3 axes de traitement. Alors bien évidemment, selon les problématiques et selon les consultations, le curseur va varier et on va peut-être plus s'occuper de tel ou tel des aspects, mais vraiment le plus de la nutrition comportementale individualisée, c'est de s'occuper de ces 3 axes. C'est vraiment une prise en charge globale et c'est ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans cette approche. Alors un des outils qui est au cœur finalement de cette approche de la nutrition comportementale individualisée, c'est un outil de diagnostic que j'ai trouvé extrêmement intéressant et que j'utilise au quotidien, donc je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. C'est l'outil Esteem, E-S-T-E-A-M. Ève, tu es à l'origine de cet outil. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et nous expliquer en quoi il est intéressant dans le cadre d'une consultation de micronutrition, de psychonutrition, lorsque l'on n'est ni psychiatre ni psychologue finalement? Absolument. Alors, Esteem, effectivement, c'est mon bébé, donc je suis ravie d'en parler. J'ai eu le plaisir de l'élaborer il y a 5 ans environ avec le professeur Gérard Osterman, qui est un psychiatre, psychanalyste, mais il a aussi d'autres casquettes. Il est cardiologue, il a créé le DU de l'oralité à Bordeaux. C'est dire si c'est une référence en termes de prise en charge des troubles des conduites alimentaires. En plus, c'est un homme charmant avec lequel ça a été vraiment un régal de travailler. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Pas encore. On l'invitera peut-être à discuter mais je pense que ce serait très intéressant. Et alors, notre objectif était de créer un logiciel qui aurait pour objectif de visualiser les causes psychocomportementales de résistance à la perte de poids. Tant il est vrai qu'au début, le patient et son médecin ne savent finalement pas
ce qui bloque. C'est inconnu du médecin et c'est flou pour le patient. Donc l'objectif c'était de pouvoir mettre en lumière tous ces freins intérieurs. Donc créer un logiciel qui permettrait d'aller plus vite, d'avoir une espèce de ne plus travailler à l'aveugle en fait, d'avoir une espèce de ligne de conduite. Donc nous avons fait appel à des questionnaires validés dans le monde de la psychiatrie, qui du coup vont être mis en lumière sous la forme de 2 silhouettes. Vous voulez que ce soit quand même très humaniste. Donc 2 silhouettes avec 3 niveaux, donc tête, ventre et jambes. 2 niveaux, 3 étages et 3 couleurs. Vert, pas de problème. Orange, ça peut freiner la perte de poids. Et rouge, ça peut la bloquer. Donc l'objectif était de vraiment d'un seul coup d'œil d'anticiper sur le diagnostic et donc sur la prise en charge personnalisée. Alors du coup, il y a 6 domaines qui sont examinés. Il y a la dépression, avec ou sans trouble des conduites alimentaires. Il y a les symptômes de faim physique, de vraie faim physique, avec les hypoglycémies. Et les troubles du sommeil aussi, qui souvent singent les hypoglycémies. Donc ça c'est un piège, hein. On sait que le sommeil a un rôle très important dans la perte de poids et du coup dans la résistance. Ce qu'on appelle l'auto-efficacité, c'est-à-dire le sentiment d'être capable de continuer à suivre son programme alimentaire dans la vie quotidienne. Donc si je suis invitée, si je suis fatiguée, si j'ai mal quelque part, si je suis énervée, etc. Le niveau de stress, la tendance à prendre les choses plutôt de façon intranquille et stressée, avec perfectionnisme éventuellement. Bien évidemment l'estime de soi, qui est la clé de la réussite, et puis la relation au corps. Alors ce logiciel s'appelle Estime, évidemment ça fait référence à l'estime de soi, mais au team aussi, c'est-à-dire à l'équipe, qui du coup se crée entre le médecin et son patient autour de ce logiciel de diagnostic. C'est un excellent outil, vraiment très, très didactique. Il est même pour le patient de voir que ça s'améliore, que les couleurs passent du rouge au vert au bout de quelques mois. C'est tout à fait. Et puis le patient a vraiment besoin de comprendre comment il fonctionne mal, parce qu'il n'y a rien de plus angoissant et de plus désespérant que de faire toujours plus de la même chose et de ne pas savoir pourquoi. Et de ne pas y arriver et de finir par se dire finalement c'est parce que je manque de motivation et voilà, c'est un peu ces pensées toxiques qu'on a rapidement. Je manque de motivation et c'est pour ça que je n'y arrive pas, alors que les autres y arrivent. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Alors moi aujourd'hui, c'est vrai que je fais partie de ces professionnels de santé qui sont convaincus que pour pouvoir perdre du poids et changer son comportement de manière durable, il faut cette prise en charge globale que propose la nutrition comportementale. Bon, je n'ai pas encore beaucoup de recul puisque j'ai commencé à être formée uniquement l'année dernière, mais toi qui es un peu à l'instauration de cette méthode, avec le recul que tu as aujourd'hui, quels sont tes retours sur l'évolution de tes patients Alors, parler de réussite est quelque chose de problématique justement dans cette question de perte de poids. D'abord parce que le surpoids est une affection chronique. Et donc, comme toute affection chronique, elle va avoir des cycles, des moments de rebond. Et finalement, c'est une histoire à plusieurs épisodes qui va nécessiter de la persévérance pour établir justement les nouvelles habitudes. Donc ça, c'est un premier problème. La deuxième difficulté pour parler de réussite, c'est que qu'est-ce que c'est que la réussite ? Qu'est-ce que c'est que la réussite ? Est-ce que c'est maintenir le poids pendant 4 mois ? Est-ce que c'est 1 an ? Est-ce que c'est 3 ans ? Est-ce que le fait qu'un patient qui a maintenu son poids désiré pendant 3 ans, mais a développé ce qu'on appelle une restriction cognitive, c'est-à-dire qu'il mange avec sa tête, il accumule les frustrations, et finalement il n'est pas en paix ni avec son corps, ni avec ses émotions, ni avec son assiette. Est-ce que c'est ça une réussite ? À l'inverse,
Quelqu'un qui avait le projet de perdre 15 kilos et n'en a perdu que 8, mais qui, pendant ce temps-là, s'est remis à jouer au tennis, ose se remettre en maillot de bain, a appris à mieux gérer ses émotions et craque moins. Est-ce que c'est un échec? À l'évidence, non. Donc, on a vraiment du mal à chiffrer la réussite. Il est sûr que le surpoids demeure une problématique complexe avec de multiples facteurs qui entrent en jeu. C'est donc une histoire au long cours, véritablement. Il va falloir accepter des périodes d'amour et des périodes de difficulté, un peu comme dans un couple, des périodes moins heureuses, l'essentiel étant de rester sur le chemin et de persévérer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que entre cette approche globale que propose la nutrition comportementale individualisée, soutenue par le logiciel Estime, qui permet aux patients et aux thérapeutes de visualiser vraiment les points sur lesquels il va falloir travailler de façon prioritaire, cet ensemble me paraît réellement être au jour d'aujourd'hui la meilleure façon d'optimiser les chances de réussite durable. Oui. Tout en sachant que je pense aujourd'hui que c'est vrai que ces critères de réussite d'un programme de perte de poids, c'est vrai que c'est très difficile à mettre en évidence. On parlait, je crois, de 10% de la perte de poids sur un an. C'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite, mais je pense que de réussir à réapprivoiser son comportement alimentaire, ses sensations alimentaires, à faire la paix avec son cœur, réapprendre à fonctionner avec son corps, je pense que c'est sans doute la plus belle des réussites. Absolument, et moi je le vois quand je vois mes patientes changer de look, revenir un peu plus prendre soin d'elles, etc., reprenant le goût de faire du shopping, de rencontrer des gens, parfois se remettant à faire des études. Là, je me dis que j'ai été utile et que je leur ai donné des clés pour mieux vivre. Oui. Alors ça passe effectivement par la perte de plus ou moins quelques kilos, mais c'est vraiment tout cet ensemble. Un travail beaucoup plus global. Absolument. Sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et c'est ça qui personnellement me passionne d'ailleurs. Également. Alors à contrario de cette prise en charge globale, qui est à la fois globale mais individualisée, puisqu'on s'adapte à chaque patient, au profil de chaque patient qu'on considère comme étant unique, de par son environnement, sa biologie, sa génétique. On a, chaque année, on se retrouve avec de très nombreux régimes sauvages qui fleurissent à droite à gauche et qui promettent des miracles, de perdre des dizaines de kilos en très peu de temps, sans suivi médical, puisque la plupart sont des protocoles qui sont les mêmes pour tout le monde, sans qu'il y ait un suivi. Toi, en tant que médecin, qu'est-ce que tu en penses de ce type de protocole qu'on voit fleurir sur Internet? Parce que sur YouTube, sur ce type de plateforme, on en voit aussi énormément. Alors, c'est sûr que ces régimes sauvages, qui sont sans suivi médical, comme tu le dis, qui ne sont pas personnalisés, qui fleurissent à peu près à cette époque-là, juste avant le maillot de bain, ils sont tentants parce que finalement, les messages sont très très contradictoires et les personnes qui sont en surpoids, c'est logique, c'est normal qu'elles tentent. Des proies faciles. Voilà, ce sont tout à fait des proies faciles. Le problème, c'est qu'effectivement, ça va, comme on n'agit que sur finalement la conséquence. Le surpoids est juste la conséquence de tout un tas de choses en amont qui ne sont pas prises en compte, évidemment, lorsqu'on ne s'occupe que de l'assiette. Et donc, c'est le yo-yo assuré. Le yo-yo assuré, c'est la mésestime assurée et c'est le cercle vicieux. Donc, effectivement, il faut se méfier de ces régimes. D'un autre côté, je ne suis pas de ceux qui diabolisent, là aussi, les rééquilibrages alimentaires et prétendent qu'il faut laisser la liberté, manger à son instinct, n'importe quoi, pour ne pas risquer de créer des frustrations. Là, je trouve que cette attitude frôle pour moi la non-assistance à personne en danger. Nous sommes des médecins, nous savons que l'obésité tue
chaque jour l'équivalent des passagers d'un avion 747. C'est effroyable. Donc nous avons le devoir de faire quelque chose, sans compter que, à côté de la mort, qui est déjà un problème quand même assez compliqué, il y a ce mal de vivre que se traînent les personnes en surpoids et qui sont sans aide. Donc, je crois qu'il est de notre devoir d'aller, d'abord de donner un message d'espoir à ces personnes et puis de leur donner des aides efficaces. Et donc pour moi, la nutrition comportementale se situe justement à la charnière entre le tout permettre et ne pas être efficace, et tout interdire et créer des frustrations. Donc exactement à la charnière, sur cette ligne de crête, veut se situer la nutrition comportementale individualisée. Oui, donc c'est-à-dire que dans ce protocole, dans cette méthode que vous avez développée, il y a une composante assiette nutritionnelle. On va s'intéresser à ce que vous mettez dans votre assiette. Ce n'est pas uniquement basé comme ce que peut proposer le gros, par exemple, où tout est centré sur les sensations alimentaires, ce qui peut être intéressant pour certains patients de se reconnecter à leurs sensations alimentaires, mais c'est vrai que c'est quand même important d'avoir cette composante, pour moi qui suis spécialisée en micronutrition, il me semble vraiment capital de s'intéresser à ce que vous allez mettre dans votre assiette et aux carences que vous pourriez avoir et qui pourraient engendrer encore plus de blocage à la perte de poids. Absolument. C'est vrai que cette partie est importante. Bien sûr, parce qu'il y a quand même des causes métaboliques de résistance au surpoids. Donc notre corps devient ce que nous lui donnons à manger. Et se renouvelle sans cesse, donc il est important. Nous prenons soin de nos voitures en mettant de l'essence sans plomb, sans machin, etc., ou premium, je ne sais quoi. Il va sans dire que cette incroyable machine qu'est le corps humain a besoin de denrées qui lui conviennent. Alors dans la partie assiette de la nutrition comportementale, bien évidemment, on va s'appuyer sur les dernières données scientifiques, en termes de nutrition et en termes de micronutrition. En termes de nutrition, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, je veux juste rappeler que les protéines vont être quand même une aide. Alors on n'est pas dans les régimes hyperprotéinés, on est dans des rééquilibrages normoprotéinés et hypoglucidiques. Pourquoi ? Parce que les protéines sont indispensables, parce qu'elles constituent véritablement les briques de notre organisme. C'est-à-dire qu'elles vont nourrir nos os, nos muscles, notre élastine. Nous n'avons pas envie d'être tout flasque quand nous maigrissons. Mais au-delà de la structure, il y a aussi, les protéines interviennent dans la lutte contre les infections, donc l'immunité, le fonctionnement cérébral, la lutte contre le stress, etc. En outre, elles ont une propriété qui est très intéressante dès lors que nous souhaitons modifier ce qu'il y a dans l'assiette et en diminuer les calories, c'est qu'elles sont satiétantes. C'est-à-dire qu'elles vont procurer aux patients un confort qu'il a bien envie de ressentir, parce que s'il y a une chose qu'il redoute, c'est bien de ressentir la peur d'avoir faim. Donc ça, c'est les protéines. Du côté lipides, on va choisir les bons. Et bien évidemment, je pense que tes internautes connaissent l'intérêt des oméga 3. On en parle beaucoup, mais ce n'est pas de trop que de faire le rappel. Les oméga 3 sont évidemment indispensables, et d'autant plus chez les personnes en surpoids, puisqu'ils ont une action anti-inflammatoire et que l'on sait que l'obésité est en fait une maladie inflammatoire à minima. Il y a ce qu'on appelle une inflammation à bas bruit. Donc voilà pour les graisses. Et en fait, mauvaise nouvelle, mais enfin vous commencez à le savoir, j'imagine, les sucres sont véritablement les ennemis, et donc on va les choisir avec parcimonie et écarter ceux qui ont une charge glycémique importante, c'est-à-dire ceux qui vont déclencher une réponse insulinique importante, car il est vrai que c'est l'insuline l'ennemi, puisque c'est elle qui va déclencher tout le processus du stockage des graisses. Voilà. Donc ça, c'est le côté assiette. Qui est tout à fait intéressant.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à, quand on écoute les discours du grand public, à diaboliser les graisses. On commence à diaboliser les protéines, puisqu'on a ce mouvement pro-vegan, végétalien. On a tendance à essayer d'encourager à ne plus consommer de protéines animales. Bon, après, il y a des raisons éthiques qui ne sont sans doute pas discutables, mais bon, en termes de santé, si on se concentre sur la notion de santé, ces protéines animales ont un profil qui est extrêmement intéressant, comparé aux protéines végétales. Et finalement, les glucides, on n'en parle pas trop, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les mécanismes d'insulinorésistance, du syndrome métabolique, c'est effectivement, comme tu l'as dit, les glucides à indice glycémique élevé, à charge glycémique élevée, c'est finalement c'est la principale cause du surpoids aujourd'hui et de tous les problèmes métaboliques qui vont en découler. Donc c'est vrai que s'intéresser à ces charges glycémiques, c'est important. Et encore une fois, le plus de la nutrition comportementale individualisée n'est pas côté assiette, bien évidemment. Il va sans dire qu'il est important de faire des programmes qui sont équilibrés et qui donc répondent à ces critères de qualité. Mais le plus de la nutrition comportementale individualisée, c'est son côté, y compris au niveau de l'assiette, flexibilité, responsabilisation du patient. C'est lui qui va faire ses choix, c'est lui qui va apprendre de ses erreurs, c'est lui qui va transformer une prétendue erreur en une expérience, de façon à pouvoir corriger les choses à l'avenir. Et donc, encore une fois, le plus, c'est cet accompagnement personnalisé qui va permettre au long cours, au sujet, de devenir véritablement l'acteur de sa santé. C'est vraiment la médecine 4P finalement, personnalisée, préventive, participative. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc la MCI est dans l'air du temps. Alors lors d'un enseignement d'un DU de TCC, j'ai eu l'occasion de découvrir un outil que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui s'appelle l'acte-thérapie. Et tu l'utilises également énormément en nutrition comportementale individualisée. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots de cette thérapie de l'acceptation et de l'engagement ? Alors, l'ACT, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, donc thérapie d'acceptation et d'engagement, fait partie effectivement de ce qu'on appelle la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales, c'est-à-dire que la nutrition comportementale individualisée suit le cours de l'histoire et reste à la page. Voilà. Et donc cette thérapie ACT, elle est très intéressante parce que son objectif est d'aider le patient à accepter les choses qu'il ne peut pas changer dès lors que c'est la meilleure solution pour s'engager de façon active en direction de ce qui est important pour lui, de ses valeurs. Et alors, la thérapie ACT, moi personnellement, m'aide beaucoup, justement dans le troisième trépied du corps. Parce que s'il est vrai qu'il est un domaine où il y a des choses que l'on peut raisonnablement essayer de modifier, il y a aussi des choses que l'on ne peut pas changer. On a une certaine ossature, on a une morphologie, on a eu des grossesses, etc. Et donc il va falloir faire le départ entre ce que je vais pouvoir changer avec un programme alimentaire, etc. Et puis ce avec quoi je vais composer. Et c'est véritablement, au point de vue littéral du terme, faire avec. Et donc il y a un outil notamment qui s'appelle la matrice et qui me semble très intéressant pour travailler avec le patient sur l'acceptation de son corps et la bonne utilisation de son corps jusqu'à la bienveillance. Ouais. Alors en sachant que beaucoup quand même, j'ai eu ce retour et dans mon entourage et même dans ma patientèle, les gens ont quand même un petit peu de mal avec ce mot accepter, avec ce verbe accepter. Ils voient derrière le terme accepter se résigner. Alors c'est vrai que c'est pas évident de leur faire comprendre que finalement accepter n'est pas se résigner, mais c'est accepter pour pouvoir au contraire utiliser toute cette énergie pour s'engager. Absolument, mais accepter n'est pas baisser les bras et s'asseoir par terre en pleurant. Accepter n'est pas non plus dire c'est pas grave. Accepter, c'est véritablement, et c'est déjà Épictète le disait, c'est déjà faire le départ, donc la distinction entre ce qui est en mon pouvoir et que je vais faire, donc je m'engage,
Et donc, la thérapie d'acceptation et d'engagement va nous permettre de faire ces choses-là et de nourrir la nutrition comportementale individualisée. Mais il y a aussi, dans ce problème, des choses que je suis obligée d'accepter en ce sens que je dois faire avec. Faire avec. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir changer. Et la plupart du temps, pourquoi est-ce que je ne fais rien? Parce que justement, je me concentre sur ce qui n'est pas dans mon pouvoir. Ainsi des émotions, ainsi de tout un tas de choses. Et donc dans la thérapie ACT, il y a des petits outils pratiques que l'on peut utiliser vraiment de façon pluriquotidienne, comme la diffusion, c'est-à-dire la prise de distance par rapport aux émotions, ou l'expansion, c'est-à-dire laisser une place à l'émotion, même si elle est désagréable, pour attendre qu'elle s'apaise d'elle-même. C'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant, d'autant plus, encore une fois, pour des non-psychiatres et des non-psychologues. C'est pratique et utilisé. Et pour le patient, de lui montrer la matrice, je trouve que c'est la construire avec lui, c'est vraiment un outil que je vous recommande de découvrir. Oui, et ce que tu viens de dire est intéressant et me permet de rebondir. Je ne sais pas si certains internautes sont des thérapeutes, mais je ne suis pas psychiatre, tu ne l'es pas non plus. Les médecins que je forme ne sont pas psychiatres pour la grande majorité. Et tous ces outils sont vraiment très faciles à utiliser. Évidemment, ça nécessite une formation, hein, mais c'est vraiment tout à fait accessible, notamment à des médecins généralistes intéressés à la prise en charge du surpoids. Alors en parallèle de cet outil, l'acte-thérapie, il y a un autre outil des TCC 3e vague que j'aime beaucoup utiliser, que j'avais commencé à utiliser aussi par rapport au DU que j'ai suivi, c'est la mindfulness, la pleine conscience. C'est un outil que je trouve extrêmement intéressant pour permettre aux patients finalement de refaire de son expérience alimentaire une expérience multisensorielle. Je trouve que cet outil est vraiment extrêmement intéressant pour permettre aux patients de recontacter finalement cette expérience avec ses 5 sens et de réussir à porter toute son attention sur la prise alimentaire et de ne pas se laisser envahir par des pensées toxiques, par des émotions et finalement ne plus pouvoir contrôler sa prise alimentaire parce qu'il va être complètement hameçonné par toutes ces pensées et par toutes ces émotions. La pleine conscience est un outil que j'avais découvert avec une psychiatre, le docteur Yasmine Liénard, qui nous avait appris à faire les dégustations, notamment la dégustation du raisin sec. Et dans la nutrition comportementale individualisée, tu as créé un outil, il y a un document, voilà. Alors donc c'est aussi quelque chose que tu préconises et que tu utilises. Mais, tout à fait, dans la partie corps, il s'agit, comme tu l'as souligné à l'instant, de remettre le patient en connexion avec son corps. Bien souvent, les patients en surpoids sont déconnectés de leur corps, mais déconnectés aussi du plaisir de manger, déconnectés de leur sensation de faim. Et donc, ça va faire partie du programme que de les reconnecter à leur corps, de leur permettre de réécouter ces signaux de faim, plaisir, satiété, qui sont prévus par la nature dans le corps et qui ont été tellement chamboulés et tellement peu écoutés qu'ils sont devenus inaudibles. Et bien évidemment, la pleine conscience est très utile pour reconnecter les patients à toutes ces sensations. Alors moi, personnellement, la dégustation du raisin sec, je trouve ça plutôt assez triste, et donc je fais du chocolat. Je fais plutôt du chocolat. C'est pas une mauvaise idée. Un des domaines dans lequel on essaye de travailler en nutrition comportementale individualisée, c'est la notion d'auto-efficacité. Ce sentiment personnel qu'on est capable de mener à bout son projet. Donc là, dans notre situation, c'est ce projet de perte de poids. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette notion et les facteurs les situations en tout cas qui mettent un petit peu en danger ce sentiment, où les patients ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais? Tout à fait. Alors, le sentiment d'auto-efficacité, qui est justement l'un des domaines qui est mis en lumière par le logiciel Estime,
est une notion passionnante qui a été travaillée par le docteur Bandura, qui est un Canadien, et il a montré que ce sentiment d'auto-efficacité permettait en fait de initier une démarche de changement, de mettre en œuvre durablement les processus du changement, de préciser les objectifs à atteindre et de mettre en exergue également les moyens de faire face aux différents obstacles tout au long du processus. C'est dire si cette notion d'auto-efficacité est véritablement cette énergie que nous avons à la fois à évaluer et à booster lors de tout processus de la perte de poids. Alors, les patients qui ont une auto-efficacité mauvaise ou défaillante, que se disent-ils? Eh bien, en fait, ils se disent, avant même d'être dans des situations quotidiennes, non mais de toute façon, je ne sais pas faire autre chose que craquer quand je suis en colère. Lorsque je suis dans une situation sociale, je n'ose pas manger différemment des autres, ou je n'ose pas refuser quand on me propose de me resservir. Lorsque j'ai sommeil, je ne sais pas faire autre chose que manger pour tenir. Et puis quand c'est le week-end ou une situation de détente, il faut bien quand même que je me fasse plaisir. Donc toutes ces situations qui sont ultra répétitives, ultra banales, ultra quotidiennes, qui font vraiment partie de notre vie quotidienne, si le patient pense que puisqu'il ne sait pas les gérer autrement qu'en mangeant, il est obligé, comme condamné, à faire toujours plus de la même chose, c'est ce que j'appelle chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il va se retrouver face à la situation, de fait, il ne saura pas y faire face. D'où l'intérêt de visualiser quelles sont les faiblesses du sujet et de lui donner des techniques pour faire face, parce que ce sont des compétences qui s'apprennent. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment une espèce de... un coaching finalement, apprendre au patient dans les situations où il se sent finalement le moins efficace, le moins sûr de lui donner des petits outils qui vont lui permettre de s'en sortir et de ne pas se mettre dans des cercles vicieux où il se retrouve toujours en échec finalement. Absolument. Alors un des trépieds de la nutrition comportementale individualisée, c'est le corps, et notamment donc ce rejet du corps, on le sait aujourd'hui, la stigmatisation des personnes obèses, en surpoids. Donc de plus en plus de femmes sont en conflit avec leur corps, elles ont du mal à s'approprier leur image, et on sait aujourd'hui qu'avec les médias et le matraquage qu'ont subi alors les femmes et de plus en plus les hommes aujourd'hui, ils ont aussi, c'est un peu le retour de la médaille, donc c'est cette image sociale qu'on nous renvoie avec ces standards à atteindre qui sont inatteignables pour la plupart, sauf si chirurgie esthétique ou autre. Et encore, voilà. Ça met une pression incroyable sur nos patients. Et aujourd'hui, quels sont les outils que propose la nutrition comportementale qui vont permettre justement à chaque femme et chaque homme de se réconcilier avec son corps, de se réapproprier son corps et finalement de faire la paix, tout simplement. Alors, c'est un vaste sujet. Donc, en quelques mots, ça va être difficile. En même temps, je vais essayer de donner quelques pistes. Je pense qu'on peut procéder selon 5 étapes. D'abord, curieusement, pour se réconcilier avec son corps, se décentrer de son corps et regarder celui des autres. Tout le monde n'est pas canon, tout le temps canon. Et puis, je ne fais pas un amalgame entre la beauté de ma meilleure amie et toutes les qualités de ma meilleure amie. Donc, pourquoi le ferais-je pour moi? Donc déjà, se décentrer de son corps et regarder le corps des autres. Ça va être... Il y a différents exercices qui peuvent être proposés par rapport à cette étape.
Ensuite, revenir à ce corps que nous détestons. Et ben vider son sac, lui dire qu'on l'aime pas, le lui dire par écrit. Alors il y a différents outils là encore, et exercices qui sont souvent très très émouvants. Mais après tout, voilà, crever l'abcès. Crever l'abcès et puis imaginer. Imaginez que ce corps, que l'on vient peut-être de malmener en mots, reçoit ce courrier et comment réagit-il? Sans doute c'est pas très cool pour lui parce que finalement il a sans doute fait comme il pouvait avec les moyens qu'on lui a donnés. Donc ça c'est une espèce d'étape de catharsis qui est vraiment très très importante, qui permet quelque part de remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà. Et donc justement, on va essayer, troisième étape, de redonner sa juste place à ce corps. Et de considérer que finalement, je ne suis pas que ces fesses trop rebondies, ou ce ventre trop flasque, ou ces seins trop gros, ou que sais-je. Je ne suis pas que ça. Je suis aussi une amie sûre, une bonne cuisinière, une professionnelle, je dis une, mais c'est aussi un. Oui aussi. Voilà. Donc je ne me résume pas à ce corps. Donc il s'agit de ne pas maximaliser la place de ce corps. Et d'ailleurs, si je mourais demain, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Que j'étais un top modèle ou que j'avais des qualités humaines qui m'ont permis d'être une belle personne. Donc ne pas maximaliser la place du corps, troisième étape. Mais quatrième étape, ne pas la minimiser non plus. C'est-à-dire que ce corps, il faut quand même lui rendre à César ce qui lui appartient, parce que sans ce corps, bien, je ne peux pas... ce corps est un instrument pour vivre, pour aller vers les autres, pour être justement professionnelle, mère, amante, etc. Et donc, la quatrième étape, ça va être de réapprivoiser l'image. Donc là, il y a un certain nombre d'exercices, notamment devant le miroir. D'exposition. Voilà. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont perdu le contact avec leur corps ne regardent plus leur image et ne la supportent pas. Donc il va falloir la réapprivoiser et de nouveau développer un regard plus bienveillant à l'égard de cette image corporelle. Et la cinquième étape, eh bien, c'est au-delà de l'image, c'est développer véritablement une bienveillance concrète à l'égard de ce corps qui est mon unique véhicule jusqu'à preuve du contraire. On ne va pas pouvoir le changer. Non, voilà. Il va falloir faire avec, et justement c'est tellement triste de considérer que ce compagnon obligé, je le vis comme un boulet et j'aimerais juste en changer. Eh bien non, voilà, on va essayer de redevenir les meilleurs amis du monde. Donc c'est là que se situent les soins corporels, le soin que l'on s'apporte, ainsi que la remise en mouvement et la lutte contre la sédentarité dont j'ai déjà parlé. Très bien, c'est tout un programme mais qui est extrêmement efficace et comme tu le dis, parfois les patients sont très sincères et on a vraiment... c'est une phase qui est délicate, qui est peut-être pas à faire au tout début lorsque l'alliance thérapeutique n'est pas forcément scellée. Les patients doivent avoir un peu de mal, je pense, peut-être à se livrer réellement lorsqu'ils doivent écrire leurs lettres. Oui, tu as tout à fait raison. Si j'ai parlé des 3 axes de la nutrition comportementale individualisée dans cet ordre, c'est qu'effectivement c'est dans cet ordre. C'est-à-dire que autant on va tricoter ensemble assiette-tête sans arrêt, autant c'est dans un temps ultérieur qu'on va s'occuper du corps. D'autant plus que parfois on n'a pas besoin, chez certains patients, on n'a pas besoin de véritablement se focaliser sur l'image corporelle qui tranquillement s'est améliorée. Elle s'améliore au fur et à mesure. Justement au fil du travail, non seulement au fil de la perte de poids, mais aussi au fil du travail que l'on fait sur les pensées et les émotions. Très bien. Alors pour terminer, parce que je reçois pas mal de questions concernant les formations, donc moi je me suis formée donc
grâce au groupe l'Arena Santé, hein, avec les formations estime que tu nous as dispensées et donc les tutorats que tu proposes également. Comment est-ce que les médecins peuvent se former? Alors, c'est vrai que des médecins actuellement qui ne chercheraient pas une formation autre que celle dispensée à la faculté ne seraient mal armés, comme je l'étais d'ailleurs il y a longtemps, pour prendre en charge de façon aussi globale et efficace les patients en surpoids. Et du coup, malheureusement, le médecin généraliste délègue. Alors il délègue à des diététiciennes qui malheureusement sont encore souvent formées de façon obsolète à calculer des calories et on sait que ça ne fonctionne pas. Ou alors au contraire à déléguer dans des services hospitaliers ou à des chirurgiens bariatriques. Et là aussi, le suivi individualisé et prolongé, malheureusement, n'est pas proposé. Donc, entre ces deux écueils, les pauvres patients, ils sont un petit peu perdus, abandonnés, j'ose dire abandonnés, alors que véritablement, le médecin généraliste est au cœur de cette prise en charge, parce que c'est le médecin de famille qui connaît les tenants, les aboutissants, l'histoire de la famille et du patient, et qui est le mieux à même de lui venir en aide. Alors, comment le former? Je crois que le plus simple actuellement est de se rapprocher du CMNC, c'est-à-dire du collège médical de nutrition comportementale que nous avons créé il y a quelques années justement à cet effet. Voyant que la nutrition comportementale individualisée était un réel savoir-faire, mais qu'il n'y avait pas de faire savoir, eh bien nous avons créé ce collège indépendant qui regroupe des professionnels de santé qui sont intéressés à la prise en charge du surpoids. Donc je pense que le plus simple est d'aller directement sur le site. Donc c'est CMNC France, tout attaché, @gmail.com. CMNC France, tout attaché. On mettra les coordonnées en barre d'infos, en sachant que le CMNC propose des formations, il y a une partie purement nutrition et une partie plus nutrition comportementale, hein. C'est ça, je suis inscrite, mais alors je vais pas encore fait le CMNC va systématiquement chercher à donner du contenu au niveau du trépied. Donc il va parler de nutrition et de micronutrition, il va parler de TCC avec les outils de deuxième vague, donc la restructuration cognitive, troisième vague avec l'acte et la pleine conscience dont on a parlé, et puis aussi il va donner du contenu au niveau de toutes ces étapes pour se réconcilier avec son corps. Donc c'est vrai que le CMNC, il me semble que c'est 6 cycles de 2 jours, quelque chose comme ça. Donc on peut se former relativement rapidement à la nutrition comportementale. Et puis il y a quand même les tutorats que tu proposes, qui sont très très bien, dont je bénéficie, et les journées estime. Les journées estime qui sont donc exclusivement parrainées par la société Pilège. Voilà. Après, pour en revenir au collège, il y a, en dehors de ces formations, il y a aussi des journées extraordinaires parce que nous avons le plaisir d'être appréciés par des grands noms comme le professeur Postermaton, le professeur Lemoine qui est spécialisé du sommeil, le docteur Alain Perroux qui est spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires. Donc voilà, ce sont des personnes qui sont passionnantes et qui sont généreuses et donnent leur savoir. Donc oui, il y a des colloques de temps en temps. Il y a un colloque par an. Un colloque par an et des congrès. Donc on vous mettra les coordonnées du CMNC en barre d'infos et pour les professionnels de santé qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter le collège directement. Tout à fait. Ou vous mettre en relation avec le service médecin de Pilège. Absolument. C'est possible fonctionner de cette manière. Voilà, puisqu'il y a un partenariat très proche, bien que le collège soit indépendant. Alors pour ce qui est de se former, on en a parlé. Maintenant pour les patients, donc pour vous qui regardez cette vidéo ou qui êtes allé sur le blog et qui avez lu l'article, vous vous êtes peut-être intéressé, vous avez peut-être envie de trouver
une manière différente de traiter votre problème de surpoids ou d'obésité. Donc pour vous qui aurez envie de découvrir et d'être pris en charge de cette manière, qui est globale, personnalisée, comment est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est pas évident par rapport au médecin. Alors, pour trouver un médecin proche de chez vous, vous avez deux possibilités. Soit vous contactez donc le groupe Pilège, qui donc est en lien avec le CMNC, soit vous contactez directement le CMNC, qui saura vous dire via le secrétariat quels sont les médecins qui sont formés à la nutrition comportementale. Et qui sont près de chez vous. Voilà, voilà, tout à fait. Donc encore une fois, le lien sera en barre d'infos, il ne vous reste plus qu'à contacter le CMNC. On espère que ça va permettre au CMNC d'avoir une plus grande visibilité. Oui, j'espère aussi, et je te remercie justement de cette opportunité, parce que vraiment, moi j'ai vraiment à cœur de dire à la fois aux médecins que ça n'est ni impossible, ni chronophage, ni déprimant de s'occuper de patients en surpoids. Il y a vraiment des techniques qui sont complètement compatibles avec l'exercice de la médecine générale, puisque on a eu à cœur de proposer des consultations assez structurées qui permettent vraiment aux médecins généralistes dans une consultation classique. On n'a pas besoin de devenir spécialisé en nutrition comportementale individualisée. On peut très bien rajouter cette corde à son arc sans abandonner ses autres compétences. Donc ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer aux médecins et aux thérapeutes qui éventuellement nous écoutent. Quant aux patients, j'ai envie de leur dire, voilà, ne baissez pas les bras. Il y a vraiment des solutions à condition de s'occuper des trois causes du problème. Voilà. On en revient toujours à la même chose, cette prise en charge globale, c'est important. Ne pas regarder seulement la conséquence ou même la cause, il faut aller regarder, explorer un petit peu toutes les dimensions. En attendant, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la nutrition comportementale, le docteur Ève Vimur a co-écrit un ouvrage avec un autre médecin qui s'occupait de toute la partie assiette, c'est ça? Tout à fait. Le docteur Éric Mena, c'est ça. Donc je vous mettrai le lien, moi c'est un livre que j'ai beaucoup lu au tout début pour commencer à prendre un peu d'avance sur le retard que j'avais pris. Donc il s'appelle Maigrir avec la nutrition comportementale. Il est à quelle édition? Aux éditions Thierry Soucard. Thierry Soucard, qui est connu pour la nutrition. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Et puis Ève reviendra sans doute nous parler d'un prochain ouvrage. On aura l'occasion de refaire sans doute une vidéo ensemble. Ève, je te remercie au nom de tous mes lecteurs, de tous mes abonnés de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Et puis, personnellement, je te remercie parce que tu m'as apporté énormément, tu m'as ouvert tout un champ incroyable et vraiment, je suis très très reconnaissante de toute la passion que tu mets dans ton exercice et merci de m'avoir transmis toutes ces connaissances. J'ai encore beaucoup à faire, mais vraiment, tu as changé l'exercice la manière dont j'exerce mon métier aujourd'hui. Je pense que mes patients m'en remercient et je t'en remercie également. Écoute, merci pour cet enthousiasme, merci pour la profondeur de cet entretien, merci pour cette opportunité, encore une fois. Et c'est vrai que lorsque je vois la thérapeute extraordinaire que tu deviens, mais c'est nourrissant pour moi parce qu'effectivement mon objectif vraiment maintenant, c'est de transmettre ces clés parce que ben voilà, il y a 15 ans j'ai galéré et maintenant j'ai des outils et j'ai vraiment envie d'en faire profiter un maximum. Et tu le fais de la plus belle manière. Merci beaucoup Ève. On espère que cette vidéo vous aura plu. À votre santé. À votre santé. Au revoir. Au revoir.